Après avoir analysé à chaud en vidéo le tirage au sort Zone Afrique des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique, j'ai décidé de faire une mini-série dans laquelle j'analyse chacun des groupes, une vidéo pour un groupe, histoire de pouvoir se focaliser sur le groupe en détail et que ça ne fasse pas trop long pour vous non plus. J'ai déjà sorti le groupe A, le groupe B, le groupe C ainsi que le groupe D. Aujourd'hui on s'attaque au groupe E et comme vous pouvez le voir pour ceux qui ont regardé les derniers épisodes ou les premiers épisodes, vous pouvez voir que ça tourne autour de 10-18 minutes pour un seul groupe. Alors imaginez si je devais faire en une seule vidéo pour chacun des groupes, on en arriverait facilement à 120 minutes, 2 heures de vidéo. Et avant de commencer l'épisode sur le groupe E, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus qu'il y a une vidéo par jour depuis plus d'un mois maintenant. Il y a une vidéo par jour et ce jusqu'à la fin de l'été, fin du mois d'août. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour me donner de la force, c'est la manière la plus simple et la plus gratuite. Et c'est parti pour l'épisode. Et commençons tout d'abord par la présentation de ce groupe E, un groupe E composé du Maroc, de la Zambie, du Congo, de la Tanzanie, du Niger ainsi que de l'Érythrée. Et de ce que je peux voir de ce groupe-là, il y aura un gros choc entre le Maroc et la Zambie, une Zambie qui revient en très très grosse forme, sinon mis à part ça je ne vois pas de réel gros choc, je ne vois pas d'équipe qui pourrait surprendre le Maroc pour le coup, et je pense même que c'est un groupe très abordable pour le Maroc, donc s'ils respectent les adversaires, qu'ils ne les sous-estiment pas, qu'ils continuent à travailler comme ils le font depuis un certain temps, le Maroc devrait passer pour moi sans grand souci. Passons maintenant à l'histoire des équipes de ce groupe E en Coupe du Monde et parmi les 6 équipes de ce groupe, seule une est déjà allée en Coupe du Monde, c'est le Maroc, les Lions de l'Atlas bien entendu. C'est d'ailleurs la première nation africaine à s'être hissée en 8e de finale, à être passée des phases de groupe, c'était en 1986 et aussi la première nation africaine à avoir atteint une demi-finale de Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Pour ce qui est maintenant de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations à la CAN, parmi les 6 équipes de ce groupe E, 5 sont déjà allées en Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a que l'Érythrée qui n'y est jamais allée, et parmi les 5 qui sont allés en Coupe d'Afrique des Nations, 3 l'ont déjà remporté, le Congo en 1972, le Maroc en 1976 et la Zambie en 2012. Et passons maintenant à la partie la plus longue de la vidéo, la partie état de forme du moment, dans laquelle j'analyse pour chacune des 6 équipes de ce groupe-là, l'état de forme sur les 8 derniers matchs, sur les 6, 7, 8 derniers matchs, pour voir dans quelle dynamique s'inscrit l'équipe. But à l'extérieur, est-ce qu'ils ont du mal à l'extérieur, est-ce qu'ils ont plus de facilité à domicile, etc. etc. Et comme j'aime me le rappeler pour chacune des vidéos, parce que je pars du principe que peut-être qu'il y a des gens qui ne regardent que cette vidéo, ou qui me découvrent grâce à cette vidéo, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain, ou celle dans 6 mois, ou même encore celle dans 2 ans, parce que les qualifications sont sur 2 ans. Et l'exemple que j'ai déjà utilisé une fois en vidéo lors de cette série et qui sera encore plus parlant aujourd'hui, c'est le Maroc. Le Maroc sous Vahid Halilovic, quand il perd 3-0 contre les États-Unis, jamais quelqu'un peut se dire que le Maroc va atteindre 6 mois plus tard une demi-finale de Coupe du Monde. Tout simplement parce que aujourd'hui on a peut-être un entraîneur, ce ne sera pas l'entraîneur de demain et tout cela fait que beaucoup de choses peuvent changer. Un joueur important dans l'effectif peut se blesser qui changera totalement la donne. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas totalement prendre en compte l'état de forme du moment, mais je trouve ça tout de même intéressant d'analyser parce que parfois pour connaître le futur, il faut regarder dans le passé. Et commençons donc par la première équipe de ce groupe-là, le Maroc, pour regarder leur état de forme, et on va commencer à partir des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en juin 2022. On va regarder sur les 12 derniers mois. On a donc une victoire contre l'Afrique du Sud à domicile sur le score de 2-1, une victoire à l'extérieur entre guillemets contre le Libéria sur le score de 2-0. Ensuite, tout cela, on a des amicaux internationaux. Le Qatar ici, je ne pense pas que ce soit l'équipe première du tout. On a la Jamaïque, je ne pense pas non plus. On a Maroc-Chili. Et à ce moment-là, c'était le tout premier match de Walid Regragui, je m'en souviens. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai sorti un bilan de la saison 2022-2023 du Maroc où j'analyse tout ça plus en détail. Donc je vous invite à aller regarder si cela vous intéresse. On a donc le premier match de Walid Regragui contre le Chili, une victoire sur le score de 2-0. Ensuite, un match contre le Paraguay, match nul 0-0. Et enfin, match contre la Géorgie qui se solde sur le score de 3-0. On attaque ensuite avec la Coupe du Monde et tout le monde connaît l'épopée du Maroc lors de cette Coupe du Monde. Un début contre la Croatie, match 0-0. Un match que j'avais même trouvé frustrant, je l'ai dit plusieurs fois dans le bilan de la Coupe du Monde du Maroc, même dans le bilan de la saison, parce que je trouvais que le Maroc pouvait largement mieux faire et se contenter du 0-0. C'est vrai que c'était un point contre le vice-champion du monde actuel, mais il n'en demeure pas moins que pour moi, lors de ce match-là, le Maroc aurait pu mieux faire. Ensuite, on a la victoire contre la Belgique sur le score de 2-0. Ensuite, victoire contre le Canada sur le score de 2-1. Victoire contre l'Espagne sur le score de 1-0 au tir... Enfin, 1-0. Non, c'était 0-0, mais la victoire au tir au but. Ensuite, victoire sur le score de 1-0 contre le Portugal. Défaite contre la France en demi-finale. Défaite lors du match
pour la 3e place contre la Croatie. Ensuite, il y a les matchs de championnat d'Afrique des Nations. Dans mon bilan, je m'étais trompé. J'avais dit que le Maroc avait perdu ces matchs-là. Or, on m'a rectifié et j'avais pas fait attention du tout. Mais le Maroc n'avait absolument pas participé à cette compétition. C'est pour ça qu'il y a marqué forfait, 3-0. Ensuite, on revient dans le cadre de matchs amicaux parce qu'au mois de mars, le Maroc, vu qu'ils sont dans un groupe de 3 équipes seulement pour les qualifications à la CAN, ils n'avaient pas du tout de match de qualification à jouer. Donc on revient, victoire contre le Brésil à Tanger, 2-1, magnifique pour le Maroc. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on a une petite descente, mais qui s'explique par une chose. On a par exemple match nul 0-0 contre le Pérou, on a match nul contre le Cap-Vert 0-0, et ensuite, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a une défaite contre l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Tout cela s'explique par le fait que Walid Regragui veut tester de nouvelles choses, veut tester parfois des joueurs à des postes différents, veut tester de nouveaux joueurs. Maintenant, le fait est que les joueurs ne sont pas concluants, les idées qu'il recherche ne sont pas totalement concluantes, ce qui explique ces matchs nuls et ces défaites. Mais maintenant, il faut aussi noter une chose, c'est que le Maroc a remporté la CAN U23 chez eux, à domicile, une très belle victoire, et où il y a d'énormes éléments à prendre en compte et d'énormes joueurs qui viendront renforcer forcément l'équipe première du Maroc. Donc en ce qui concerne l'état de forme du Maroc, je pense que les prochains matchs, notamment le match contre le Burkina Faso le 12 septembre, va énormément déterminer de ce que le Maroc pourra donner en Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère voir un Walid Regragui qui justement contre le Burkina utilisera ce match comme étant un vrai test et qui le jouera comme une finale avec sa meilleure équipe pour se faire un peu une idée de ce que le Maroc vaut réellement aujourd'hui après cette Coupe du Monde. En ce qui concerne maintenant la Zambie, on va commencer en juin 2022, donc il y a plus de 12 mois. On a son premier match lors des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, défaite 3-1 contre la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ensuite à domicile, victoire contre les Comores sur le score de 2-1. COSAFA Cup, comme je vous le dis, cela ne m'intéresse pas. Championnat d'Afrique des Nations non plus. On a ensuite des matchs amicaux. On a un match amical contre le Mali, défaite sur le score de 1-0. Ensuite, on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a une victoire contre le Lesotho sur le score de 3-1. On a ensuite une victoire aussi contre le Lesotho sur le score de 2-0 à l'extérieur cette fois, pardon. Après cela, on a un match amical contre le Koweït, défaite sur le score de 3-0 pour la Zambie. Et ensuite, on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Victoire de la Zambie à domicile contre la Côte d'Ivoire sur le score de 3-0. Je me rappelle ce match-là, j'ai vu des highlights, c'est vraiment un match très très gag. Et ensuite, COSAFA Cup, cela ne m'intéresse pas, même si je tiens quand même à féliciter la Zambie d'avoir remporté la COSAFA Cup. Donc de ce que je vois de l'état de forme de la Zambie, oui, c'est une Zambie qui revient en force, c'est une Zambie qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est une Zambie qui, même si à ce résultat 3-0 contre le Koweït, j'ai regardé la composition de départ, ce n'est pas la même composition de départ que contre la Côte d'Ivoire. Je pense justement que pour le coup, ils avaient ménagé leurs joueurs pour le match contre la Côte d'Ivoire et on voit que même ça a porté ses fruits parce qu'il y a 3-0 ensuite contre la Côte d'Ivoire. Donc vraiment l'état de forme de la Zambie est plutôt bon, c'est une équipe qui revient en force et je me méfierais vraiment de cette équipe là et je ne la prendrai surtout pas de haut parce que c'est une équipe qui nous a montré qu'elle était capable de grandes choses, remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2012. C'est vrai qu'ils avaient l'un des meilleurs entraîneurs sur le continent africain, Hervé Renard. Aujourd'hui, ils reviennent en force et je pense qu'avec un bon dispositif tactique, comme pour n'importe quelle équipe africaine d'ailleurs, il y a des équipes qui ont d'énormes éléments sur le papier, mais de bons éléments sur le papier, ça ne fait rien. On peut regarder la Côte d'Ivoire entre 2006 et même 2013, avant qu'ils remportent la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Pour moi, la Côte d'Ivoire, ça a toujours été la meilleure équipe sur le papier. Et pourtant, malheureusement, ils ne l'avaient jamais remporté parce qu'il y a des individualités qui ne sont pas mises au service du collectif, parce qu'il y a aussi de mauvais entraîneurs qui passent par là. Donc, le plus important en Afrique, c'est pas l'équipe sur le papier, mais c'est vraiment les individualités mises au service du collectif et un superbe entraîneur capable de te faire remporter tes 7 matchs et te faire gagner la coupe à la fin. Enfin bon, passons maintenant au Congo. Depuis le mois de juin dernier, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs le Congo devra jouer son match décisif lors de la dernière journée. La Gambie est à 9 points, deuxième place. Le Congo est à 6 points, troisième place. Si le Congo remporte son match contre la Gambie, le Congo est qualifié. Si la Gambie fait match nul ou remporte son match, c'est la Gambie qui est qualifiée. La Gambie joue à domicile, le Congo à l'extérieur. Le Congo a son destin entre ses mains, même si je pense que ça va être tendu, mais on ne sait jamais de quoi il fait l'avenir. Revenons donc aux qualifications, enfin au bilan à l'état de forme du Congo. On a donc au mois de juin dernier défaite 4-0 contre le Mali à l'extérieur. En parlant de la Gambie, il y a une victoire pour le Congo à domicile contre la Gambie sur le score de 1-0.
Championnat d'Afrique des Nations, vous savez que cela ne m'intéresse pas. Ensuite, on a des matchs amicaux. On a un match nul contre Madagascar sur le score de 3-3. Défaite contre la Mauritanie sur le score de 2-0. Championnat d'Afrique des Nations, cela ne m'intéresse pas comme vous le savez. Ensuite, on a une défaite contre le Soudan du Sud dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sur le score de 2-1 à domicile en plus. À l'extérieur maintenant, c'est le Congo qui remporte son match contre le Soudan du Sud sur le score de 1-0. Et ensuite, on a Congo-Mali, le Congo à domicile et défaite 2-0, victoire du Mali sur le score de 2-0. Donc de ce que je vois de l'état de forme du Congo, je ne vois rien réellement d'alarmant pour les équipes qui peuvent prétendre à la première place de ce groupe-là, donc la Zambie et le Maroc. Je ne me dis pas qu'à domicile, le Congo met des tarifs et il faut faire attention à eux. Justement, au contraire, je vois à domicile défaite contre le Mali 2-0, je vois aussi à domicile défaite contre le Soudan du Sud, même s'il se rattrape à l'extérieur. Pour le coup, il n'y a pas cette force que tu as à domicile. Donc honnêtement, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que si les équipes, par exemple comme la Zambie et le Maroc, prennent au sérieux cette équipe et y vont à fond, je ne vois pas de mauvaises surprises pour ces équipes-là. Passons maintenant à la Tanzanie. Depuis le mois de juin 2022, juin de l'année dernière, on constate même quand on regarde un peu sur ce que je vous montre à l'écran, il n'y a pas grand match de la part de la Tanzanie, mis à part les qualifications au championnat d'Afrique des Nations. Sinon, il n'y a pas grande matière à analyser. On passe donc à l'analyse. On voit que lors des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a à l'extérieur un match nul, un partout contre le Niger. Ensuite, à domicile, défaite 2-0 contre l'Algérie. Championnat d'Afrique des Nations, cela ne m'intéresse pas, même si l'équipe tanzanienne est peut-être composée d'éléments. L'équipe qui a joué le championnat d'Afrique des Nations compose peut-être l'équipe première, mais même lorsque je regarde cela, pas grand-chose à analyser. Pas grand chose de glorieux, on constate des défaites contre l'Ouganda. Ensuite, dans le cadre des matchs amicaux, on a Tanzanie-Ouganda 1-0, on a défaite contre la Libye sur le score de 2-1. Ensuite, on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À l'extérieur, victoire contre l'Ouganda sur le score de 1-0. Ensuite, à domicile, défaite contre l'Ouganda sur le score de 1-0 et victoire contre le Niger sur le score de 1-0. Donc honnêtement, de ce que je vois de la part de la Tanzanie, je me dis pas qu'il y a quelque chose d'alarmant. Je ne vois pas, par exemple, quand je vois la défaite contre l'Algérie, je me dis pas que le Maroc devra se méfier absolument de cette équipe-là. Et tout comme pour le Congo, je ne vois pas de réelle surprise. Si les équipes favorites de ce groupe-là, comme le Maroc ainsi que la Zambie, sont sérieuses et ne prennent pas de haut l'adversaire et se donnent à 100% et même à 80%, je pense qu'ils passeront sans grand souci. Enfin bon, passons maintenant à l'avant-dernière équipe de ce groupe-là, le Niger. Et d'ailleurs, je viens de le remarquer, je n'avais pas tilté avant. La Tanzanie et le Niger, qui sont encore dans le même groupe des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, sont d'ailleurs encore une fois dans le même groupe dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Donc on a en juin dernier, match de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Niger à domicile, entre guillemets à domicile, qui fait un partout contre la Tanzanie. Ensuite, dans le cadre d'un match amical, le Niger est battu sur le score de 1-0 contre l'Algérie. On revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Ouganda-Niger, un partout. Le Niger était à l'extérieur entre guillemets. Ensuite, on a un match amical contre le Sénégal, mais ça c'est relatif au championnat d'Afrique des Nations. Cela ne m'intéresse pas trop. Ensuite, on a les amicaux. On a 3-0 contre l'Égypte. Défaite à l'extérieur du Niger. On a Niger-Libéria 0-0. Défaite du Niger contre l'Algérie 2-0. Défaite contre le Gabon sur le score de 3-1. Ensuite, matchs amicaux, championnat d'Afrique des Nations, cela ne m'intéresse pas. Et on revient dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a défaite contre l'Algérie sur le score de 2-1. On a encore une défaite contre l'Algérie à domicile entre guillemets sur le score de 1-0. Et on a ensuite une défaite contre la Tanzanie à l'extérieur. D'ailleurs, je reviens un peu sur le championnat d'Afrique des Nations parce que peut-être que l'équipe qui a joué le championnat d'Afrique des Nations, ou les qualifications du moins, se compose en partie l'équipe première du Niger, mais malgré cela, je ne vois pas quelque chose de flamboyant ou qui puisse alarmer qui que ce soit. Donc le Niger est dans une mauvaise dynamique, c'est une réalité. Maintenant, comme je le dis pour chacune des vidéos, ces équipes du chapeau 4, chapeau 5, chapeau 6, c'est vrai que leur état de forme n'est pas le meilleur. C'est vrai que l'état de forme n'alarme pas trop, mais maintenant, c'est aussi des équipes qui n'ont pas la chance de pouvoir toujours jouer des matchs. C'est des équipes qui ne peuvent acquérir de l'expérience tout le temps comme les grosses équipes qui affrontent des grosses équipes elles aussi. Donc dans le cadre de ces qualifications à la prochaine Coupe du Monde, c'est vrai qu'au début je ne me méfierais pas trop de ces équipes du chapeau 5-6, mais au fur et à mesure du temps, elles vont acquérir de l'expérience, elles vont gagner en expérience et je m'en méfierais parce que je les vois énormément progresser ces équipes. Et en ce qui concerne maintenant la dernière équipe de ce groupe E, l'Érythrée, je n'ai malheureusement aucune information. Sur Flash Score, les résultats s'arrêtent à 2019. Sur Match en direct, cela s'arrête à 2019. Sur OneFootball, ça s'arrête
s'arrête à 2019 et il me marque qu'en 2022, contre le Botswana, il y a un match arrêté entre les deux. Donc sûrement que l'Érythrée a dû déclarer forfait. Ce qui veut dire que cela fait maintenant quasiment presque 4 ans que l'Érythrée n'a pas joué de match, ce qui est un peu chaud je pense pour eux. Je ne sais pas si on n'a tout simplement pas les données. Si quelqu'un a les données, n'hésitez surtout pas à me les donner, histoire que je me fasse une petite idée de l'état de forme de l'Érythrée. Maintenant, c'est dommage de ne rien avoir et de ne rien pouvoir analyser, si ce n'est trouver un petit détail, une petite chose qui peut être alarmante, quoi que ce soit à analyser. Mais si vous avez quelque chose dans l'espace commentaire, n'hésitez surtout pas à me la donner, ça me fera plaisir. Et enfin, pour conclure cette vidéo, passons à la dernière partie, la partie quelles sont les équipes qui ont un stade homologué et donc on saura où est-ce que ces équipes vont jouer. Quelles sont les équipes dans ce groupe-là qui ont un stade homologué par la CAF, la Confédération africaine de football? On a le Maroc, la Zambie, le Congo ainsi que la Tanzanie. Le Niger ainsi que l'Érythrée n'ont pas de stade homologué. Ce qui veut dire que lorsque le Maroc par exemple va vouloir jouer le Niger ou va vouloir jouer l'Érythrée, ils ne joueront pas chez eux dans leur climat devant leurs propres supporters. Et c'est quand même quelque chose d'assez important à prendre en compte. Ce qui veut dire que tout dépendra ensuite d'où est-ce que le Niger va délocaliser son match. Si le Niger par exemple délocalise son match en Égypte, ce sera beaucoup plus simple pour le Maroc, un climat assez similaire, un peuple qui apprécie le peuple marocain, donc il n'y aura pas cette ambiance hostile et les terrains seront de très très bonne qualité pour donner la possibilité aux joueurs de jouer le meilleur football possible et surtout avant de jouer le meilleur football possible d'éviter toute blessure liée à un terrain trop sec, un terrain de mauvaise qualité, une pelouse plutôt de mauvaise qualité, etc. etc. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur l'analyse de ce groupe E. On a vu la présentation du groupe, l'histoire des équipes en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, l'état de forme des équipes depuis le mois de juin 2022. Et ensuite on a vu où est-ce que les équipes vont jouer, quelles équipes ont un stade ou n'ont pas de stade homologué. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire en m'apportant des informations complémentaires, en soulignant un point peut-être que j'ai oublié et qui a toute son importance, ou un point que j'ai dit moi-même et auquel je n'ai pas donné l'importance suffisante, ou tout simplement en me corrigeant si j'ai commis des erreurs. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.